Et bonjour, Bonjour. merci de t'être prêté à l'exercice de cette série sur les entretiens de carrière. Euh, donc, pour rappeler le principe, il s'agit d'essayer de comprendre en un petit peu moins d'une heure d'où tu es parti, où tu es arrivé, quels ont été les points saillants de ton expérience. Qu'est-ce que tu penses qui aurait changé entre-temps? Où tu penses qu'il y aurait des permanences? euh, et d'essayer vraiment d'avoir le goût un peu de ton parcours pour les jeunes qui nous regardent, de comprendre un peu ce que c'est que, enfin, ce que c'est que de bosser en fait. Parce que je rappelle toujours que quand on est en études, quand on étudie, on a beaucoup de, enfin, on a un certain nombre d'objectifs qui sont donnés, mais qui ne sont pas forcément les mêmes dans le même champ que ce qui se passe quand on travaille dans entre guillemets, la vraie vie, quoi. Donc voilà, je vais te laisser te présenter et essayer de comprendre un petit peu, en partant du début, peut-être comment ça s'est passé pour toi de rentrer dans le monde du travail et qu'est-ce que ça a voulu dire, etc. Ok, bonjour, je suis Jean-François Frémaux, euh, quasiment en semi-retraite puisque j'ai une activité professionnelle encore. Donc après une longue carrière dont je ne tire aucune vanité puisque bon, bah, c'est le temps qui a fait tout ça. Voilà, donc une carrière orientée dans technique principalement, hein. Et comme elle est longue, bien sûr, elle a démarré de manière qui paraîtrait maintenant assez curieuse, quoi, c'est presque historique, voire préhistorique. Ah oui, alors Euh, explique-nous, ouais, pourquoi tu penses que ça n'arriverait plus aujourd'hui. alors, moi, d'abord, je dirais que toute ma carrière a été menée sous le signe de l'ignorance. Je pense que si j'ai un message, si je devais passer un message à des jeunes qui démarrent dans les entreprises, dans la vie professionnelle, c'est de réfléchir à cette notion d'ignorance et d'asymétrie de l'information. Toute ma carrière a suivi ce thème, en quelque sorte, bien involontairement, la plupart du temps, en partie de ma faute, hein, il faut bien reconnaître, mais pas forcément. Et en deux mots, quand j'ai commencé, c'était dans les années donc 75. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, bien entendu, et les moyens de découvrir les entreprises étaient extrêmement limités, hein. Donc, il y avait les journaux. Alors, pour parler par exemple, pour retrouver des offres d'emploi, la façon de faire, c'était de faire les petites annonces. C'était la seule façon. Mais même les petites annonces, c'était pas quelque chose d'évident. Par exemple, à l'époque, démarraient les emplois dans l'informatique. Il y avait beaucoup, beaucoup d'emplois autour de l'informatique. Mais ça, encore fallait-il savoir que les offres d'emploi se trouvaient dans des journaux spécialisés, notamment 01 Hebdo, qui n'existe plus depuis. Et ça, il fallait le savoir. Moi, je ne le savais pas. Donc, quand j'étais en école d'ingénieur, les petites annonces, on les trouvait dans la revue qui traînait par là, j'imagine, je ne me souviens plus exactement, qui était l'usine Nouvelle. Et l'usine Nouvelle ne traitait que des annonces d'emploi, des offres d'emploi, pardon, dans le domaine très industriel, bon, métallurgie, ce genre de choses. Ce qui n'était pas du tout la direction que je voulais prendre. Donc il y avait déjà à l'époque une très grosse difficulté pour connaître l'environnement dans lequel on allait être projeté au-delà de l'école. Alors bien sûr, l'école, bon, j'ai fait l'école centrale de Nantes, c'était une très bonne école, mais surtout à l'époque, très provinciale, c'est-à-dire qu'on donnait un excellent enseignement technique. Par contre, en ce qui concerne justement quel type de carrière on pouvait espérer faire, quelles étaient les industries qui pouvaient nous accueillir et comment
comment y pénétrer et progresser, qu'est-ce qu'on était le plus-value. Là, par contre, c'était extrêmement pauvre. Et on n'a rencontré que quelques industriels de la région, ce qui veut dire pas énormément de choses, en fait. Donc ça c'est le démarrage, et on démarre, je dirais, presque dans le brouillard. C'est comme ça. Un peu par hasard, donc c'est le hasard, en fait, qui va faire que je vais me retrouver en faisant le service national, parce qu'à l'époque, on faisait le service national, et donc j'ai fait un service national dans un centre d'essai de la Marine nationale à Toulon. Et par cet intermédiaire, je me suis retrouvé donc en début de carrière à Paris, à donc développer des logiciels des systèmes de commandement et de gestion des senseurs de la Marine nationale, domaine dont j'ignorais quasiment tout 15 jours avant de mettre les pieds dans l'établissement en question. Alors, est-ce que tu peux, du coup, j'interviens donc pour nous dire un petit peu comment ça se passe à l'époque, un entretien, enfin, disons, un recrutement, de manière générale, un processus de recrutement à l'époque, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même très, voilà, ça peut être assez compétitif. Est-ce que c'est pareil à l'époque? Comment est-ce qu'on recrute? Comment est-ce qu'on sélectionne? Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus? Alors, c'était une époque assez curieuse parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas facile, pas forcément facile de trouver un emploi, ou tout au moins un emploi intéressant. C'était l'époque encore du plein emploi, mais pour en trouver un, c'était pas simple. En partie en raison de ce que je viens de dire, c'est-à-dire savoir où aller, à quelle porte frapper. Donc ça, c'était bon, pas évident. Donc ça, il y avait une certaine difficulté, mais par ailleurs, il y avait des secteurs en totale pénurie d'emplois, en totale pénurie d'offres, de candidats, quoi. Et notamment le secteur qui était en train de démarrer à tout va, qui était le secteur de l'informatique. Alors que ce soit de l'informatique de gestion, de l'informatique embarquée, de l'informatique technique, ce qu'on voudra. Mais là, ça commençait à recruter dans tous les sens. Encore fallait-il le savoir. Donc moi, j'y suis tombé un petit peu par hasard. Et dans ces secteurs où il y avait pénurie de candidats, la sélection, il n'y en avait pas. Moi, je me suis retrouvé, alors bon, on va rentrer dans les détails, mais enfin, le directeur de la SS2I qui m'a embauché, il m'a expliqué, il m'a reçu, il m'a expliqué ce qu'on faisait dans son entreprise, ou plus exactement là où je serais placé en tant que prestataire. Il m'a donné un peu quelques notions de politique salariale et il m'a dit, bon, vous rentrez quand? Quand est-ce qu'on vous accueille? Donc c'était, il n'y avait pas de, il y avait pas de test, il y avait rien. Ça paraît incroyable aujourd'hui, quoi. Voilà. Même pour des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, enfin, j'ose pas imaginer oui, qu'on recrute un candidat finalement sans le tester, pour des postes techniques, sans le tester, sans savoir d'où il vient, sans avoir quelques références. Enfin, ça paraît. Je dois dire que par la suite, ça a toujours été comme ça pour moi. Toujours. C'est-à-dire que par la suite, j'ai changé d'emploi. Bien sûr, après, donc ça demandait des recherches, etc. Mais à chaque fois, c'était un entretien, le CV, bien entendu. Et puis, bon, j'expliquais ce que je voulais faire, pourquoi j'étais intéressé. Mais jamais je n'ai passé un seul test de toute ma carrière. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est. Désolé, mais non. J'ai rencontré des cabinets de chasseurs de tête, ça m'est arrivé, qui, eux, avaient été un peu plus scrutateurs sur poser des questions, un peu psycho, un peu ceci, un peu cela. Mais encore une fois, rien sur le plan technique, ni même de se mettre en situation pour
voir si j'avais des bonnes réactions à ceci ou à cela. Donc ça je ne sais même pas ce que je sais pas ce que ça veut dire. Donc en plusieurs dizaines d'années de carrière, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça. Alors je précise que j'ai fait toute ma carrière en France, avec des sociétés françaises. Donc peut-être ça aurait été totalement différent si j'étais parti en Hollande ou en Angleterre ou aux États-Unis, certainement, mais en France, non. Est-ce que tu veux nous donner un petit panorama du coup de ton évolution? Donc, tu as évolué dans quel secteur et à quel poste de responsabilité et qu'est-ce que ça impliquait de faire? Je vais faire un bref résumé, puis après, Ouais. tu me demanderas peut-être d'approfondir certains sujets éventuellement. Donc, comment dire, j'ai démarré donc, dans un établissement d'État. Donc, j'étais une société de service, mais en fait, j'étais placé dans un établissement d'État qui réalisait les logiciels, donc des systèmes embarqués sur les navires de combat. Et bon, là, j'ai fait faire un peu d'historique, mais ce qui était très amusant, c'est que les ordinateurs à bord du navire, il y en avait deux, et que deux, il n'y avait pas de processeur, il y avait deux ordinateurs, basta. Okay, et les ordinateurs, qui étaient des ordinateurs américains, qui savaient fonctionner dans une ambiance un peu sévère, avec des vibrations, l'humidité, etc. Ces ordinateurs ont été achetés par le gouvernement français et ont été livrés nus de tout logiciel. Quand je dis nus, c'est pas un octet de logiciel a été fourni par le fabricant. Pas un octet. La machine était nue. Et donc, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il a fallu tout écrire, c'est-à-dire l'operating system, les drivers, enfin tout. L'avantage, c'est que quand on travaillait dans ce domaine-là, on voyait tout. C'est quand même un peu comme si aujourd'hui, j'arrivais sur un PC vide et que je devais coder Windows, tous les handlers, tous les drivers de Windows, et puis coder Internet Explorer, etc. etc. Bon, ça, c'était un côté extrêmement intéressant. Et en plus, dans le domaine qui nous importe, donc le système de combat, comme c'était la seule intelligence à bord du bâtiment, je ne parle pas des officiers, bien sûr, c'était la seule intelligence à bord du bâtiment, ça veut dire que toutes les fonctions de gestion du combat du navire étaient dans ces ordinateurs, c'est-à-dire, par exemple, les asservissements, la logique d'asservissement des tourelles de canon, c'était fait dans l'ordinateur. L'exploitation des radars, mais au niveau le plus bas, le plus fin, c'était fait dans cet ordinateur. Donc on avait, les jeunes ingénieurs qui travaillaient là-dessus avaient une vision totale, d'une part de l'informatique temps réel, et d'autre part du domaine des systèmes de combat naval. C'était absolument extraordinaire pour celui qui Ça devait être une expérience hyper enrichissante pour le coup. extrêmement enrichissante, extrêmement enrichissante. Alors le problème, c'est que bon, c'était parfait. Je me suis énormément amusé pendant quelques années à cet endroit. Maintenant, les programmes militaires, ils ont leur rythme. Et à un moment donné, on s'est retrouvé un peu entre deux systèmes, quoi. Il y en avait un qui se terminait, le nouveau, il ne commençait pas. Donc j'étais un peu pressé, ce qui est une erreur. Et donc, j'ai demandé à changer d'établissement. Je n'ai pas changé d'entreprise. J'ai voulu changer de type de projet, etc. Donc, je suis allé un peu ailleurs. J'ai quitté cette administration française. Et un peu par hasard, c'était l'époque où, ce qui maintenant s'appelle Thales, à l'époque s'appelait Thomson CSF, commençait à ramasser de très gros contrats militaires. Et le problème de Thomson CSF, Thales,
de l'époque, c'est que c'était fondamentalement un équipementier, donc il faisait des équipements, des radars, des processeurs, des consoles de visualisation, des sonars, enfin, ce genre de choses. Il ne faisait absolument pas de système. Et Tu veux très dire, peu. attends, tu veux dire des logiciels? Ils n'avaient même pas, pour eux, un système à l'époque. C'était, je prends un radar, je le connecte à un poste de visualisation, que je connecte à un sonar, que je connecte, et c'est tout. Hein. Donc voilà, ça s'est interconnecté, et puis bon, bah, ça doit fonctionner à peu près ensemble. Aucune vision d'ensemble. Aucune. Et bien sûr, le logiciel qui est au milieu de tout ça, qui fait l'intelligence un peu de tout ça, alors ça, par contre, ça n'existait pas du tout. Et dans cette entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises de high-tech et d'électronique, on appelait ça à l'époque des électroniques professionnelles, en France et puis en Europe, le gros problème, le vrai problème, c'était la production, la prod. C'est ça qui était important. Donc ça, il fallait le savoir. Moi, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert. Attends, Et explique-moi la production de... ce qui était important, ce qui était vital, c'était de faire tourner, savoir faire tourner une usine capable de produire les équipements que tu avais vendus. Ça, c'était très compliqué à l'époque. Très compliqué. Donc, ils mettaient tout leur potentiel, tous les efforts dans cette direction-là. Ils étaient omnubilés par être capables de produire des équipements de qualité en temps et en heure à des coûts maîtrisés. Ce qui faisait que tous les managers, tous les directeurs, c'était des gens qui étaient passés par des directions d'usine. Tous, tous. Le système, le logiciel, alors ça, pour eux, c'était un drôle de truc, quoi. C'était, oui, un mal nécessaire. Alors, ça a évolué, l'entreprise a évolué, mais ils ont quand même mis 20 ans, hein, à digérer, à intégrer ce savoir-faire essentiel, en fait. Et quand je dis digérer, ce n'est pas simplement sur le plan technique, mais c'est surtout sur le plan système, sur le plan commercial aussi, s'apercevoir que c'est pas, on ne vend pas un sonar tout seul, on ne vend pas un radar tout seul, mais on vend, enfin on peut, bien entendu, on doit, mais le plus souvent, on vend le client demande un système clé en main, un turnkey basis, et il faut être capable de le faire. Et pour ça, la composante informatique est une composante absolument essentielle de l'ensemble. Alors attends, je vais essayer de... Excuse-moi, je vais essayer de redire ce que tu viens de dire avec mes mots et voir si j'ai bien compris. Donc, tu me dis qu'en fait, il s'intéresse à la production du matériel, de ce qui est du matériel physique qu'ils vendent, mais en fait, il ne s'intéresse pas à comment ça va être intégré. Ce que tu appelles un système, en fait, c'est comment ça va être intégré dans un espèce de mode d'utilisation qui est cohérent et qui est standardisé. C'est pas un problème d'intérêt, c'est un problème de culture. C'est une entreprise, au départ, qui est une entreprise d'équipement. C'est une entreprise de production de cartes électroniques, de ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie de l'entreprise. Les patrons viennent de là. Ils ont été formés pour ça. Souvent, ce sont des Supélec, Arémété Supélec. Voilà. Ça c'est la philosophie de l'entreprise. Hein. Et ça va le rester pendant de nombreuses années. Donc, petit à petit, bien sûr, les gens ne sont pas... D'abord, il y a les réalités des choses, il y a les contrats qu'il faut assumer, et il faut produire ce qui était vendu. Les gens ils sont compétents et ils vont petit à petit comprendre qu'il faut quand même faire tourner le bateau, quoi, hein, lui faire prendre une direction un peu différente et changer de philosophie. Et donc ça va être fait. Aujourd'hui, ce dont je parle, c'est totalement historique. Je fais quand même remarquer qu'il y a encore des entreprises en France, dans le domaine, qui sont restées dans le domaine qui sont restées équipementiers, hein, et qui ne souhaitent pas forcément sortir de ce savoir-faire, de cette spécialisation-là. Ils ne veulent pas forcément devenir systémiers, en quelque sorte.
Donc, voilà. Et en ce qui me concerne, ça a été un peu... la difficulté, c'est que je me suis retrouvé à des postes clés, absolument indispensables donc, pour la réussite des projets de l'entreprise, mais pas forcément reconnus au sens philosophie de l'entreprise. Hein, c'était un peu, bon, on fait ça parce qu'on est bien obligé de le faire, Ah ouais, mais je si on comprends. peut s'en passer, anecdote, un chef de projet d'un gros projet d'un système embarqué aéronautique qui vient expliquer que volontairement, il a limité la taille de la mémoire des ordinateurs à bord pour que les ingénieurs logiciels développent moins de logiciels. Pourquoi il veut qu'il développe moins de logiciels? C'est moins cher. Mais mais tu veux dire donc les développeurs de Thales eux-mêmes? Oui. Ben, D'accord. il y avait le raisonnement absolument absurde Hmm. de se dire, ben, si je leur mets 1 mégaoctet de mémoire, ils vont me développer du logiciel pour 1 mégaoctet, et donc c'est moins cher que si je mettais 10 mégaoctets de mémoire. Sauf que le problème de ce pauvre homme, c'est que, bien entendu, le logiciel qu'il y avait à développer, c'était du logiciel qui était nécessaire pour faire tourner le bazar. Et si le logiciel, pour faire tourner le bazar, il nécessitait 10 mégaoctets, ben, il fallait mettre 10 mégaoctets de mémoire. Voilà. C'est ce qui s'est passé du reste. Mais j'ai vu d'autres choses très amusantes, enfin très amusantes si on veut. Par exemple, sur un très gros projet export d'un grand système, il y avait un responsable du matériel, un responsable du logiciel. Et le responsable du matériel s'est dépêché d'acheter tous les matériels qui étaient nécessaires. Et donc, il a rempli un hangar de caisses, d'ordinateurs, de tout ce qu'on veut pour faire tourner le système. Sauf que le logiciel, bah, ils ont eu beaucoup de mal à le spécifier et à le coder, ce qui fait que 10 ans après, le système n'était toujours pas livré au client et que, bien entendu, le matériel dans le hangar était totalement obsolète. Et ils ont tout mis à la poubelle. Donc, mais tout ça venait de c'était le même défaut, en quelque sorte, pour ce type de système, bien sûr, c'est de ne pas considérer la chose dans son ensemble et de ne pas mettre en priorité ce qui doit être mis en priorité. Donc, le matériel, c'est noble, les équipements, c'est noble, le logiciel qu'on met en plus pour faire tourner l'ensemble, ça, c'est secondaire. C'est assez absurde de raconter ça aujourd'hui en 2020, 21, pardon. Mais à Aujourd'hui, ce serait l'époque, presque l'inverse, non? Enfin, faut regarder de plus près. Je ne suis pas persuadé que ce soit pas de temps en temps comme ça encore. Pas persuadé. Mais bon, ça doit être quand même plus anecdotique quand même, heureusement pour tout le monde. Hein, heureusement pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était... j'ai toute une partie de ma carrière sur des systèmes de défense, en France, à l'export, où j'ai pu découvrir différentes techniques, d'une part, différents domaines, parce que la défense, c'est très large, différentes technologies. Bon, bien sûr, à l'époque toujours, on utilise des ordinateurs d'une puissance qui serait considérée aujourd'hui totalement ridicule. Hein. Mais on s'en débrouillait. Hein, on s'en débrouillait et on faisait des choses d'extrême sophistication. Je pourrais y revenir ultérieurement. Et ça, j'ai arrêté ça dans les années 96-97 pour une raison simple, c'est que la direction générale de Thales on était dans une période un peu d'interrègne, donc ça devenait un peu, à mon sens, un peu triste, et j'avais envie de voir ailleurs. Et je suis passé, donc, j'ai basculé dans un domaine totalement différent qui était la télévision numérique. alors là, on est en quelle année?
96. Donc, ok. Donc, tu as passé 20 ans dans la défense. Exact. Et au bout de 20 ans, tu te dis, il est temps de faire de la télé. Je ne sais pas qu'il est temps de faire de la télé, c'était il est temps de faire autre chose. Hein. Alors, Donc, explique-nous cette. J'aime bien me concentrer sur les moments un peu de cassure comme ça, ouais. de basculement. Donc, je veux bien que tu passes un petit peu de temps à nous dire voilà, comment ça s'est fait, comment tu as entendu parler de l'opportunité et enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour toi à ce niveau-là de ta carrière? Là encore, je reviendrai sur cette notion d'ignorance, parce que, en fait, et je n'étais pas le seul, Canal+, à l'époque, c'était vraiment l'entreprise modèle, en France et peut-être bien au-delà de nos frontières, parce que c'était une entreprise de médias. Hein, et donc, et c'était une vision totalement différente de ce que présentaient les chaînes traditionnelles, télévision de RTF, etc. Mais au-delà de ça, en plus, c'était une entreprise novatrice, pas seulement dans la partie le spectacle, mais c'était aussi une entreprise novatrice au niveau contractuel, type de médias, Ça a bien technologie. changé. Ça s'est normalisé tout ça. Et donc Canal+ avait eu le culot, il faut le dire, le culot, de se lancer dans la télévision numérique à l'époque où les équipements étaient balbutiants, hein, et de la télévision numérique par satellite. Par satellite. Donc, là où c'était un peu fou quand même, c'est qu'au lieu de se reposer, enfin, de passer des contrats avec des industriels et puis demander à ce que ces industriels leur fassent les équipements nécessaires, le système nécessaire, ils ont décidé d'en faire une grosse partie in-house, chez eux, eux-mêmes. Hein. Bien sûr, c'était pas simple du tout. Et puis, la direction de l'entreprise, elle, bon, la technologie, c'était sympa, c'était un élément différenciateur. Mais enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose à l'antenne, hein, parce que les clients, ils payent ce qu'ils voient. Donc, il y avait des dates butoirs qu'il fallait absolument respecter. Et donc, et ça a créé ça avait une aura en France notamment, extraordinaire. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, par relation, de rejoindre ces équipes, j'ai sauté dessus en disant, voilà, je vais faire un R à Z de ce que j'ai vécu là pendant 20 ans, et puis je vais passer dans un domaine beaucoup plus start-up, comme on dirait maintenant, bien que ce n'était pas un mot qui était utilisé à l'époque. Et je me suis retrouvé donc à participer à cette aventure de la télévision numérique par satellite et de la télévision interactive, chose à laquelle on croyait beaucoup à l'époque. Bon, finé, ça c'est... Juste que je comprenne, techniquement, le satellite, c'est quelque chose que tu avais fait dans ton expérience à la Non, non, marine ou non, pas du tout? pas du tout. Pas Pas du du tout, tout. d'accord. Pas du tout. Et de toute façon, même là, dans le cadre-là, le satellite, en fait, n'était qu'un média. Hein. Ce qui est important, c'était les formats d'information qui arrivaient par le satellite, qui devaient être traités par un décodeur, avec les problématiques de cryptologie, etc. Et puis après, la gestion des droits, enfin, tout ce... Mais attends, mais moi, j'essaie de comprendre. J'essaie juste de comprendre. Ouais. Il y a bien quelque chose, même un mot-clé du CV ou n'importe quoi, qui a fait que c'était cohérent pour toi de passer d'un monde à l'autre. Non, 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 C'était non, vraiment. non, Il non, y non, avait aucun. Tu es en justement. train de me dire qu'il n'y avait aucun rapport entre ce que tu as fait à la marine, ce que tu as fait à Canal, il n'y avait pas de rapport. Disons que Il y avait quelque chose. le lien que j'ai pu faire, c'est que j'avais une expérience de gros systèmes informatiques. Bon, c'est des systèmes embarqués ou des systèmes militaires, enfin, c'est quand même des gros systèmes informatiques,
réalisé par des grosses équipes, hein, puisque je dirigeais des équipes d'une centaine d'ingénieurs à chaque fois. Enfin, un système, c'était oui, une équipe de 100 ingénieurs. Donc j'avais ce savoir-faire d'organisation, planification, architecture système, enfin, etc. etc. D'accord. Et puis test, validation, enfin, etc. Et Canal+, à l'époque, bon, ils développaient leur système, mais ça avait été fait, je dirais, un peu rapide, quoi, un peu start-up cow-boy. Et Alors oui, donc, c'est une bonne transition du coup pour essayer des devoirs. Alors j'imagine qu'il y a des différences culturelles massives entre l'armée et Canal+. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bon, j'imagine que c'est tout à fait évident, mais si tu veux nous en parler un tout petit peu de la différence dans les manières de travailler, dans les gens, comment ils se parlent, comment ils se parlent pas. non, la différence, c'est que d'une côté, il y a une entreprise internationale de défense très structurée, très organisée, c'est une véritable industrie, une grosse industrie. Bon, avec voilà. De l'autre côté, c'est d'abord et avant tout une société qui vend du spectacle, hein, et donc pour laquelle la technologie n'est qu'un moyen. Hein, c'est pas l'objet même de l'entreprise. Donc, la première grosse différence que je découvre, mais ça je me doutais quand même, c'est que je passe d'une entreprise, une grosse entreprise très structurée, très procédurière, très organisée, à une société de spectacle qui, par nature, est beaucoup plus souple, beaucoup plus. C'est pas les mêmes métiers. Surtout à l'époque où il y avait dans Canal, tout se mélangeait, hein, que ce soit le juridique, les gens qui étaient à l'antenne, les, les responsables de chaîne, enfin bon, tout ça vivait un peu ensemble. Quand tu dis Donc ça se c'était mélangeait, amusant. excuse-moi, juste quand tu dis ça se mélangeait, tu veux dire que il y avait pas de grosses segmentation entre les différents départements? Non, Qu'est-ce que ça non, veut dire pour toi? du fait de la taille surtout, parce que c'était pas, il y avait quoi? Il y avait, je ne sais plus exactement, mais ça devait être quelque chose comme quelques centaines de personnes. Hein, donc, on était sur quoi? Sur deux sites, mais pas très éloignés l'un de l'autre. Et donc, tout le monde travaillait avec tout le monde. Et c'est vrai aussi que les projets mettaient en œuvre bien souvent des métiers qui, curieusement, enfin, a priori, n'avaient pas trop de liens les uns avec les autres. Par exemple, quand on montait une application interactive, ben, la chaîne qui supportait l'application interactive était forcément impliquée. Donc, les techniciens côtoyaient des gens de spectacle. Hein. C'était le côté très amusant de la chose, quoi. Et puis, il fallait, alors, pareil, autre grosse différence, c'est qu'il fallait aller vite. Hein. C'est-à-dire que les projets chez Canal+, ça se décidait très vite. Et puis après, on avait un délai qui se comptait en quelques mois. Il fallait que ça tourne. Dans l'industrie de défense, en quelques mois, on fait peut-être les spécifications, quoi, hein, si on a de la chance. Donc, c'est pas du tout le même timing, c'est pas le même monde. Hein. Et ça a totalement évolué depuis, pour deux raisons. D'une part, parce que la technologie a beaucoup progressé, et donc, ce qui demandait beaucoup d'efforts à l'époque, maintenant, c'est devenu une commodité. Je pense aux décodeurs, par exemple. Les décodeurs, c'est plus rien aujourd'hui. C'est un truc qui vaut quelques dizaines d'euros. À l'époque, non, c'était complexe. C'est complexe à concevoir, complexe à produire et cher. Et puis, toutes ces problématiques de gestion des droits, etc., c'est pareil, ce sont devenus des automates. Il y a différents fournisseurs, donc il n'y a plus d'exigence d'avoir ça, de faire développer ça en interne. Ça n'a aucun sens. C'est comme si
on faisait développer un PC en interne. Non, on l'achète sur étagère. Donc maintenant, Canal+ s'est recentré sur son cœur de métier, qui est les spectacles, le média, donc avec les achats de droits, etc. Et puis la technologie, c'est jamais que l'outil dont on a besoin et qu'on achète chez l'industriel. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur du coup ce que tu y as fait et ce que tu as observé de, je sais pas moi, s'il y a des faits saillants que tu as envie de nous partager sur cette expérience à Canal? Là, j'ai découvert, ce qui est intéressant, c'est que, et encore une fois, je parle d'ignorance, parce que à chaque fois, ce sont des découvertes. Ah oui, d'ailleurs, pardon, du coup, c'est vrai que tu avais commencé par dire ça, et après, j'ai pas compris, tu as digressé un peu, et tu n'es jamais revenu à pourquoi, quel Bah, rapport il y avait à l'ignorance dans le fait que tu sois passé d'un monde à par l'autre. exemple, quand je suis arrivé, enfin, étant chez Canal+, j'ai découvert, en fait, on était beaucoup plus proche de la gestion de l'entreprise même que quand j'étais dans le grand groupe de défense qui était Thales. Thales, la direction générale qui gérait la stratégie du groupe, etc., on n'y avait vraiment pas accès. On avait des notions, mais c'est tout. Canal+, non, on était au contact des gens qui pilotaient l'entreprise, avec leurs choix, avec leurs difficultés, etc. Donc là, je découvre un certain nombre de choses qui, pour certains, pourraient paraître totalement évidentes et qui, pour moi, sont totalement nouvelles. Et notamment, quand Canal+ est racheté par Vivendi, donc Jean-Marie Messier, on découvre comment on fonctionne avec un actionnaire qui a d'autres entités qu'il veut faire coopérer. Alors, il y a des coopérations dont l'entreprise veut bien assumer, et des coopérations que l'entreprise veut rejeter. Donc, il y a tout un jeu là qui se met en place, qui est quelque chose de tout à fait standard dans des groupes industriels où il y a des actionnariats majoritaires, pas majoritaires, etc. Donc, toute cette logique-là, dont j'ignorais tout, je le découvre chez Canal+. Parce que... Alors, je crois que moi, j'y connais pas grand-chose à ce que tu racontes, et je parierais que les jeunes qui peuvent nous regarder non plus. Donc, ça serait super si tu pouvais effectivement détailler. La chose, c'est la logique de la gestion de l'actionnariat dans des entreprises. Ok. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que l'entité X a 25% de l'entité Y? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est important? C'est pas important? Est-ce que ça a un impact sur la vie de l'entreprise? Bon, ce genre de choses, c'est pas très compliqué, mais il faut y réfléchir, parce que ça a souvent un impact sur l'entreprise elle-même et les décisions qu'elle peut prendre. Donc, la deuxième chose, c'est la notion de revenu récurrent. Quand on est dans un groupe industriel, il n'y a pas vraiment de revenus récurrents. Il y a des projets. On raisonne par projet ou par vente de produits. Là, on est dans un monde d'opérateurs de télévision et qui vend. Donc, dans ce cas-là, on vend de l'abonnement. Donc, les recettes sont les abonnements, puis les dépenses, c'est l'achat des droits, principalement. Et il vaut mieux que les recettes soient supérieures aux dépenses. Au départ, c'était le cas. À la fin, ça ne l'était plus. Et quand ça ne l'est pas, quand ça l'est, donc les recettes sont supérieures aux dépenses, bien sûr, le porte-monnaie se gonfle. À l'inverse, le porte-monnaie se vide, et une fois qu'il est vide, on fait des trous dedans. Donc, ça a été le gros problème de Canal+ dans les années 2000, où la dette était en croissance
et les recettes ne permettaient pas de venir combler la dette. Et malheureusement, le groupe de tête, c'est-à-dire Vivendi, n'avait pas non plus, lui, ne pouvait plus ou voulait plus remettre de l'argent dans l'entreprise. Donc, Vivendi possédait Canal+ à l'époque. voilà, hein, il avait été Ok. actionnaire majoritaire. Et puis, même Vivendi avait dépensé, lui, beaucoup d'argent, enfin, plutôt, s'était endetté pour faire des acquisitions à droite à gauche. Donc, tout ça faisait un ensemble qui était dangereusement déséquilibré. Et puis, on a vu comment ça s'est passé en fin 2001. Et ça, c'est des choses, bon, je n'en avais aucune notion en entrant dans l'entreprise. Alors, on pourrait dire que pour un salarié, ça n'a pas. Lui, il est dans l'entreprise, il fait son job et puis c'est tout. Oui, sauf que quand ça se passe mal pour tout le monde, y compris pour le petit salarié qui est dans l'entreprise en train de faire son petit travail tranquillement. Hein. Tout le monde est impacté et ça ne se passe pas bien du tout. Donc, autant être aguerri à ça, être informé, encore une fois, et puis mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Alors, Et c'est ce qui s'est passé du reste, puisque j'ai quitté le navire avant qu'il touche l'iceberg, quoi, hein, c'est-à-dire début 2001. Voilà. alors, comment, vas-y, j'essaie de me mettre dans la peau du jeune qui va être confronté à ces problèmes que tu viens de mentionner. Donc, quel conseil tu lui donnes pour, alors au-delà du fait Alors, de s'informer sur le fonctionnement des choses, mais finalement, quel conseil tu lui donnes d'une part, Oui. de se méfier des miroirs aux alouettes. Hein. Ok. C'est très, très courant. C'est très courant de se laisser éblouir par des entreprises parce qu'elles ont une aura, une cote d'amour. On dit, ah oui, il faut absolument que je me fasse embaucher à cet endroit-là parce que c'est vraiment l'entreprise de top. Non, ça ne veut rien dire, ça. Il faut aller voir quel est comment se comporte l'entreprise, comment elle fonctionne, comment elle fait son argent, quelle est sa santé financière. C'est les choses maintenant avec Internet, on trouve ça partout, hein, c'est facile. Donc, bien garder ça et surtout, ne pas se laisser éblouir parce que c'est l'entreprise qui a fait ceci ou qui a fait cela. Hein, il y a la pub, c'est une chose, le marketing, c'est une chose, mais pour un jeune qui veut qui veut rentrer dans une entreprise, il doit savoir dans quoi il met les pieds. Hein, si c'est une entreprise qui se porte bien, qui fait de l'argent, ou si c'est au contraire, c'est une entreprise qui est claudicante et qui a les pires ennuis et aura du mal à finir les fins de mois. Ça, c'est des choses dont il faut être très, très pragmatique là-dessus. Hein, et surtout pas rêver c'est pas du rêve, quoi, hein, on est dans la vie réelle. Donc, là encore une fois, c'est information et pas se monter la tête. Je signale, à l'époque, chez Canal+, il y avait des gens qui allaient travailler pour rien, hein, parce que c'était vraiment pour eux tellement le nirvana qu'ils essayaient de rentrer à tout prix dans cette entreprise, parce qu'il fallait être dans cette entreprise. Alors que Oui, l'expérience a faire quoi? montré... Comment? Qu'est-ce qu'il faisait en tant qu'artiste? Quelqu'un qui fait qui travaille dans comment dire, dans le spectacle, essayer d'être dans l'équipe qui fait telle émission ou dans telle autre émission, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Enfin, ils pensent que ça n'a pas de prix. En fait, faut quand même. Parfois, ça vaut le coup, hein, de faire un investissement de ce genre, mais souvent. J'imagine pour un artiste, c'est un investissement qui est très rationnel. Pour un technicien, beaucoup moins, mais. Parfois, oui. Moi, j'ai vu des gens rentrer chez Canal+, tout simplement parce qu'ils aimaient le foot. Bon, oui, ok, d'accord. D'accord, très bien. Bien sûr. Non, mais on peut tout faire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir où on met les pieds. Donc, et être tout à fait conscient des risques qu'on prend ou qu'on ne prend pas, et pas s'illusionner sur des choses parce que
ça fait les unes de magazines. Voilà, hein, ça, c'est la chose. La deuxième chose, c'est ne pas simplement s'informer sur la technique, ou la chose sur laquelle on travaille, le domaine dans lequel on travaille, mais s'informer aussi sur la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qui est actionnaire, c'est quoi le chiffre d'affaires, quels sont les résultats, est-ce qu'on fait des pertes, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on une stratégie de développement à l'international ou pas du tout, etc. Donc le jeune ingénieur, le jeune commercial doit prendre le maximum d'informations sur l'entreprise dans laquelle il travaille, ou il va travailler. Et pas une fois. Donc toi, tu penses que tu n'avais pas forcément cette information à l'époque? Alors, je n'avais pas cette information. C'est vrai qu'elle était encore à l'époque bien difficile à obtenir. Elle n'était pas forcément facile à obtenir, mais aussi, j'ai été tout aussi naïf, hein, parce que je rentrais dans telle entreprise qui avait un nom qui était flashy, ça faisait rêver beaucoup de monde. J'étais tout content. C'est une erreur, ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut être quand même beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste.